Senator. Un personnage improbable de The Acolyte a dénoncé le plus grand défaut des Jedi, et ce personnage pourrait avoir un lien avec Dark Plagueis. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Tout au long de l'ère de la Haute République, au cours de laquelle se déroule la série, les Jedi étaient sans doute au sommet de leur puissance. Leur partenariat ténu avec la République et le Sénat avait commencé à prendre forme, et ils étaient dispersés à travers la galaxie dans différents temples Jedi et postes de sensibilisation, répandant leur lumière au loin. Essentiellement, c'était l'âge d'or des Jedi. Bien sûr, tous les âges d'or doivent prendre fin, et The Acolyte montre où les fissures commençaient à se creuser. Avec Kimir et Osha formant désormais un front uni et un mystérieux maître Sith caché dans l'ombre, le côté obscur est de retour dans la galaxie et les Jedi ne sont malheureusement pas préparés. Bien qu'il soit inquiétant que Vernestraro et apparemment le grand maître Yoda ait pris sur eux de cacher la vérité sur ce que leurs camarades Jedi ont fait, ce n'est en quelque sorte pas le pire des problèmes mis en évidence par le final de la saison 1. Ce qui allait finalement devenir la chute des Jedi était évident dans cet épisode, et bien que la fierté et même l'arrogance aient joué un rôle, il y a bien plus que cela. Dans une scène tendue entre Verne et le sénateur Ryan Court, le sénateur souligne que les Jedi ont peut-être poussé trop loin leur autorité dans la galaxie. Bien sûr, le sénateur est politiquement motivé et pourrait même avoir une vendetta personnelle contre les Jedi, mais son raisonnement est néanmoins hyper solide. Les Jedi n'essaient pas de contrôler la force, mais il y a une chose qu'ils ne pourraient jamais vraiment contrôler et encore moins comprendre. Comme le sénateur dit, je pense que les Jedi sont un système massif de pouvoir incontrôlé, se faisant passer pour une religion, une secte délirante qui prétend contrôler l'incontrôlable, pas la force, vos émotions. Vous projetez une image de bonté et de retenue, mais ce n'est qu'une question de temps avant que l'un de vous ne craque. Et quand, et non si, cela se produira, qui sera assez fort pour l'arrêter? Bien sûr, dans ce cas, nous, en tant que fans, savons que cela fait allusion à ce qui arrivera finalement à Anakin Skywalker. Son amour désespéré pour sa femme et son chagrin envers sa mère l'ont finalement conduit à se casser, et l'Empire s'est ainsi développé. Pourtant, dans cet épisode, nous voyons qu'Anakin n'étant en aucun cas le premier Jedi à être entièrement gouverné par ses émotions. L'amour et les actions protectrices de Sol envers Osha étaient si puissants qu'ils ont entraîné la mort de dizaines de sorcières et de Jedi, et Sol, Kennaka et Taubin ont été livrés à eux-mêmes leurs émotions négatives sans veniment. Aucun d'entre eux n'a jamais été capable de gérer sa culpabilité. Tous les trois se sont laissés tuer, cherchant l'expiation pour leurs actes. Le pire, c'est que ce n'est même pas surprenant. Ce n'est pas un sénateur qui devrait être obligé de le souligner. Si les Jedi apprennent à contrôler leurs émotions et simplement à les laisser partir, dès leur plus jeune âge, comment pourront-ils vraiment comprendre ce qu'ils ressentent et comment ces sentiments pourraient changer qui ils sont en tant que personne? Comment peuvent-ils un jour commencer à comprendre comment leurs propres émotions peuvent affecter ceux qui les entourent? L'un des plus gros défauts des Jedi est bien sûr la fierté. Leur fierté les a entraînés dans une guerre impossible à gagner et les a aveuglés sur le pouvoir du côté obscur. Toutefois, je dirais que leur plus grand défaut, celui qui a véritablement provoqué leur chute, est que les Jedi, dans leur ensemble, sont véritablement incroyablement naïfs. Et en plus, ils ne s'en rendent même pas compte. Et c'est exactement ce que le sénateur Ryan Court a souligné. Ils croient pouvoir contrôler leurs émotions alors que les émotions sont, avec la force, l'un des aspects les plus naturels et les plus indéniables de la vie. S'ils prétendent ne pas contrôler la force, comment peuvent-ils prétendre contrôler les émotions humaines et extraterrestres? Comment peuvent-ils croire au contrôle alors qu'ils ne peuvent même pas vraiment le comprendre? Les Jedi peuvent ressentir de la sympathie, certes, mais ils ne peuvent pas vraiment ressentir de l'empathie, car ils ne se sont jamais permis de ressentir ce que ressentent les autres. Ils ne se sont même jamais permis de ressentir leurs propres sentiments. Les Jedi disent que la colère, les ténèbres, la peur et le désir mènent vers le côté obscur. Et dans certaines circonstances, cela peut être vrai. Mais je crois que forcer les gens à mettre ces émotions de côté sans les traiter est ce qui mène en réalité au côté obscur. Les Jedi n'ont pas d'exutoire sain pour exprimer leurs sentiments. Ils sont obligés de les traverser, de les laisser partir et dans le pire des cas, de les laisser s'envenimer jusqu'à qu'ils se blessent, comme nous l'avons vu avec Sol et Taubin, ou qu'ils blessent les autres, comme nous l'avons vu avec Anakin Skywalker. En fin de compte, la croyance naïve des Jedi selon laquelle ils pouvaient dire à leurs membres de contrôler leurs émotions sans jamais vraiment leur apprendre à les gérer est ce qui a conduit à la chute de l'ordre. Bien sûr, le Conseil Jedi a peut-être été aveuglé avec arrogance et incapable de prévoir le plan directeur de Palpatine, mais le besoin d'Anakin de cacher sa relation avec Padmé est ce qui a permis à l'Empereur de se frayer un chemin dans le cœur et l'esprit d'Anakin. Les sentiments paternels de Sol envers Osha ont causé la mort de dizaines de Jedi et finalement de sorcières innocentes. Les Jedi sont
Dans l'ensemble, moralement bon. Ils font de leur mieux pour protéger ceux qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes, travaillant sans relâche pour faire de la galaxie un endroit plus sûr. Et pourtant, je ne peux m'empêcher de me demander dans quelle mesure ils peuvent réellement protéger la galaxie ou comprendre les conflits qui s'y déroulent, alors qu'ils ne peuvent même pas comprendre les conflits qui se déroulent dans l'Ordre Jedi. À mon avis, Acolyte a souligné à juste titre l'indéniable naïveté émotionnelle des Jedi et a mis en place le futur. Dans une apparition surprenante, Dark Plagueis a été aperçu sur la planète inconnue alors que Kimir et Osha partaient affronter Maître Sol et Messor Brentok. Une grande partie de l'histoire du Seigneur Moon Sith a été détaillée dans le roman Dark Plagueis de James Luceno, bien que l'histoire ne soit plus considérée comme canon car elle fait partie de l'univers élargi de Star Wars. Cependant, la créatrice et showrunner a amené de nombreux aspects de Legends dans le canon et elle pourrait envisager le sénateur Ryan Court pour remplir un rôle du roman de Dark Plagueis. Dans le roman de Dark Plagueis, l'alter ego de Plagueis, Ego Damask, dirigeait une puissante entreprise qui manipulait d'autres planètes pour faire avancer son programme Sith, souvent à l'insu de ces personnes. L'apparition de Plagueis, couplée à celle de Ryan Court dans le même épisode, peut indiquer qu'il existe un lien entre ces deux personnages. Avec Plagueis connu pour manipuler les sénateurs à sa guise et un sénateur très anti-Jedi apparaissant tous deux dans le même épisode, cela semble un peu trop parfait. Les autres grandes révélations du final prouvent que Hedlund continuera probablement cette tendance pour la saison 2. On ne sait pas quel aspect du roman de Dark Plagueis passeront de Legends au canon, mais avec Plagueis apparaissant comme un Moon, il semble que Hedlund ait déjà cherché à ramener des aspects du livre. Cela signifie qu'il est tout à fait possible que l'alter ego de Plagueis soit toujours coprésident de Damask Holding et opère au sein du clan bancaire intergalactique. Si cela est vrai, Damask Holding aurait des relations avec de nombreux mondes essayant de gagner des sièges au Sénat galactique. Dans le roman de Dark Plagueis, l'un des objectifs de Plagueis est de briser la règle de deux Sith et de faire en sorte qu'un Sith prenne le contrôle du Sénat tandis que Plagueis contrôle tout depuis l'ombre. Voyant le succès de son projet sénatorial, le sénateur Ryan Court pourrait contribuer à forger cette idée pour Plagueis. Considérant qu'il faudra bien plus de 50 ans avant que Plagueis recrute et entraîne Palpatine, Plagueis pourrait prendre goût au contrôle absolu sur le Sénat en ayant Ryan Court dans sa poche arrière. Avec un sénateur qui a un dédain et une méfiance évidente à l'égard des Jedi, Ryan Court serait l'élève idéal que Plagueis pourrait utiliser même s'il n'est pas un Sith. Si l'un des objectifs de Plagueis est que la galaxie perde confiance et se retourne contre les Jedi, le sénateur Ryan Court serait parfait pour ce rôle. Si la saison 2 reçoit le feu vert, le sénateur Ryan Court aura probablement un rôle beaucoup plus important à jouer et continuera d'être une épine dans le pied des Jedi. Mais faire de lui un outil inconnu du côté obscur le rend infiniment plus intéressant. Clairement, je le dis, il faut revenir là où Star Wars ça marche le plus. La politique, c'est ça. George Lucas, quand il a écrit Star Wars, c'était de la politique. Qu'on refasse de la politique dans Star Wars, nom de Dieu. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye, que la force soit avec toi. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.